La rivière Sahel s'est brutalement figée, brisant un ordre ancien. Enfermant les vannes longtemps contrôlées par des entreprises étrangères, le Burkina Faso a soudain déplacé l'axe de pouvoir d'une région déjà, on pourrait dire que saturée de rivalités géopolitiques et d'incertitudes stratégiques. Que signifie réellement pour vous cette décision prise par Ibrahim Traoré dans un moment aussi chargé? Un basculement discret commence. En révélant la rupture avec les contrats hydriques hérités de l'époque coloniale, le Burkina Faso fait naître une attente immense quant aux répercussions politiques et sociales de cette décision. La promesse centrale est claire: offrir aux Burkinabés un contrôle réel sur une ressource vitale, dans un contexte où chaque goutte d'eau façonne l'équilibre économique et géopolitique du Sahel. Mais cette promesse s'accompagne d'un risque évident, car la région reste étroitement surveillée par des puissances étrangères inquiètes de perdre un levier historique d'influence. À mesure que les réactions internationales se multiplient, un micro-hook émerge. Si la souveraineté hydrique change réellement demain, jusqu'où ses effets pourraient-ils se propager dans une Afrique encore marquée par des décennies de dépendance? Dans les rues d'Ouagadougou, l'euphorie contraste avec les avertissements des institutions financières, qui décrivent un avenir chargé d'incertitudes. Ainsi, la tension entre espoir populaire et inquiétude internationale installe un enjeu puissant. Cette décision inaugurera-t-elle on pourrait dire que transformation durable, ou déclenchera-t-elle une série de crises imprévisibles pour la région? Un détail longtemps relégué en annexe a soudain tout éclairé. Des documents datés de 2020 montraient que plus de 80% des recettes issues des contrats d'eau étaient captées par des entreprises étrangères. Cette révélation, combinée au contrôle satellitaire exercé depuis l'extérieur sur la rivière Sahel, a offert un premier aperçu concret de la dépendance structurelle qui pesait sur le Burkina Faso. À partir de ce point, la compréhension du geste d'Ibrahim Traoré a changé d'échelle. Ce n'était plus seulement la fermeture technique de vannes hydriques, mais la rupture avec un système où l'accès à l'eau, ressources élémentaires pour l'agriculture, les villes et la stabilité sociale, demeurait soumis à des accords imposés depuis des décennies. Les archives contractuelles, consultées par les autorités burkinabées, confirmaient qu'une société européenne, basée en Suisse, détenait non seulement les brevets des technologies d'irrigation, mais aussi le monopole opérationnel sur la collecte des données hydrographiques. Ainsi, chaque variation du débit, chaque estimation de crue, chaque ajustement d'irrigation dépendait d'informations extérieures, verrouillant le pays dans un modèle d'obéissance silencieuse. Dans ce contexte, la décision présidentielle a pris la forme on pourrait dire que repositionnement stratégique. Le choc géopolitique enregistré en Europe n'est pas né d'un simple geste symbolique. Il résultait de la perte soudaine d'un levier qui, pendant des années, avait permis de contrôler indirectement l'économie agricole du Burkina Faso. Les réactions. On pourrait dire que Occidental, qualifiant cette décision de sabotage, illustre que la tension entre un continent africain cherchant sa souveraineté et un ordre international encore structuré par des rapports hérités de la période coloniale. Pour de nombreux Burkinabés, l'accès à ces documents a fait office de révélation morale. Comprendre qu'une infrastructure vitale reposait sur des accords asymétriques a cristallisé un sentiment de dépossession durable. C'est dans ce climat mêlant lucidité nouvelle et défiance internationale que s'esquisse la véritable toile de fond. La bataille autour de l'eau n'est pas un épisode isolé, mais le point de départ d'un réalignement profond dont la portée dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Au lendemain de la fermeture des vannes, un ensemble de figures discrètes est apparu au premier plan. Ingénieurs, techniciens, soldats chargés d'inspecter les barrages et communautés rurales mobilisées pour protéger les points d'eau stratégiques. Ces acteurs, longtemps invisibles dans les récits officiels, sont devenus les témoins directs des premiers effets de la décision. Leur rôle n'était pas seulement technique, il portait une dimension morale, celle de reprendre possession d'un système hydrique contrôlé pendant des décennies par des intérêts extérieurs. Dans certains quartiers de Ouagadougou, des commerçants et des enseignants racontaient d'eau la même scène.
Des habitants rassemblés autour d'équipes locales venues, vérifier les pompes ou réactiver des, on pourrait dire que installations laissées à l'abandon. L'impression dominante était celle d'un basculement tangible, un changement que chacun pouvait voir ou toucher, même modestement. Cette mobilisation spontanée formait un contraste frappant avec les mises en garde venues d'Europe, où la fermeture des vannes était décrite comme une menace directe pour la stabilité régionale. À mesure que les jours passaient, une autre figure prenait forme, celle d'un pays tentant de transformer son geste politique en dynamique collective. La confiance accordée à Ibrahim Traoré s'enracinait dans ces micro-scènes quotidiennes, où l'on constatait que la souveraineté n'était pas qu'un slogan, mais un processus fragile exigeant de multiples relais locaux. Pourtant, l'incertitude demeurait palpable, notamment sur la capacité du pays à reconstruire durablement ses infrastructures hydrauliques sans l'appui des entreprises étrangères qui les avaient longtemps dirigées. À ce stade, une question demeurait en suspens. Cette mobilisation initiale suffira-t-elle à soutenir les défis plus lourds qui se profilent ? La fermeture des vannes fut l'étincelle. Un geste bref, sec, sans préavis. En quelques minutes, un fleuve chargé de siècles. On pourrait dire que d'histoire politique s'immobilisa. Le Burkina Faso venait d'interrompre un mécanisme que personne n'avait osé toucher depuis l'époque coloniale. Ce fut le point de bascule qui lança la chaîne entière des événements. Le premier signal vint des infrastructures. Les équipes locales affluèrent vers les barrages et les stations de pompage. Ingénieurs. On pourrait dire que soldats et civils inspectèrent chaque conduit. Chacun vérifia, verrouilla, consigna. L'objectif était simple, reprendre en main un réseau longtemps piloté de l'extérieur. La scène se répétait de site en site. Personne n'attendait de directives supplémentaires. Le climat était tendu, mais déterminé. À Ouagadougou, la nouvelle se propagea en quelques heures. Des foules se rassemblèrent. Les habitants acclamaient l'acte comme une libération. Des marchés aux écoles, un même discours circulait. Reprendre l'eau, c'était reprendre la souveraineté, la rupture avec les entreprises. On pourrait dire que européenne symbolisait une délivrance. L'enthousiasme prit une dimension publique, presque rituelle. Mais le choc extérieur fut immédiat. L'Europe parla de sabotage. On pourrait dire que gouvernements occidentaux exprimèrent une consternation unanime. Des mots comme instabilité, menace et déstabilisation régionale. On pourrait dire que affluèrent dans les communiqués. Chaque déclaration révélait la profondeur de l'enjeu. Le contrôle de la rivière Sahel n'était pas perçu comme un simple dossier technique, mais comme un levier stratégique. La réaction internationale fit monter la tension. Le FMI gela un prêt destiné à la modernisation hydraulique. Une décision rapide, presque réflexe. Les marchés financiers s'agitèrent. Les analystes annoncèrent des risques, des dérives, des pénuries. Les institutions humanitaires parlèrent d'une crise imminente. Le discours extérieur se durcit, se compacta, se répéta. Le Burkina Faso était désormais décrit comme une zone sous pression. Pourtant, à l'intérieur du pays, la dynamique était différente. Les habitants ne reculèrent pas. Ils virent dans la fermeture des vannes un acte de dignité. Les rues se remplirent de manifestants soutenant la décision. Les slogans portaient la mémoire d'un héritage colonial que beaucoup considéraient encore vivant. Le pays se ressoudait autour d'un geste unique, lourd de sens. Dans les districts ruraux, les réactions suivirent la même logique. Les communautés, souvent les plus touchées par les restrictions hydriques, lurent dans ce geste une promesse de rééquilibrage. La symbolique dépassait la technique. L'eau représentait la vie. Et cette vie devait enfin dépendre des décisions nationales, non d'entités européennes. Mais la montée des tensions ne s'arrêta pas. Les capitales occidentales examinèrent des sanctions. Les chancelleries multiplièrent les avertissements. Les entreprises étrangères quittèrent progressivement le territoire,
mettant en suspens des installations dont elle détenait les clés technologiques. Le pays entra dans un moment de transition critique. Ni effondrement, ni apaisement. Une zone d'incertitude où tout pouvait encore basculer. Cette séquence forma la trame entière du choc initial. Une rupture brève, un emballement géopolitique, un soulèvement populaire et un avenir suspendu, en attente du prochain mouvement. Avant la rupture, plus de 80% des recettes issues des contrats de haut revenaient aux entreprises étrangères, une proportion qui révélait la profondeur de la dépendance économique du Burkina Faso. Après la décision présidentielle, ce flux financier se détourna brusquement, laissant l'État burkinabé. On pourrait dire que face à une redistribution complète des responsabilités hydriques, désormais concentrées entre ses propres mains, ce chiffre de Kataman montre à quel point l'essentiel des bénéfices échappait auparavant au pays. Dans le même ensemble de documents, il apparaissait qu'une société européenne basée en Suisse détenait les brevets des technologies d'irrigation utilisées dans la gestion de la rivière Sahel, consolidant un monopole qui verrouillait tout accès autonome aux solutions techniques. La fin de ces accords bouleversa cet équilibre, forçant le Burkina Faso à envisager une reconstruction interne et régionale sans l'appui des dispositifs brevetés déjà en place. La mention d'un brevet étranger souligne la fragilité technologique imposée au pays depuis des décennies. À cela s'ajoutait le contrôle extérieur des données hydrologiques, collectées via des systèmes satellitaires gérés hors du continent africain. Ce contrôle s'interrompit immédiatement après la fermeture des vannes, créant un vide informationnel qui obligea le gouvernement burkinabé à redistribuer ses équipes et à réinventer rapidement un réseau local de surveillance. La dépendance aux données venues de l'étranger limitait fortement la prise de décision souveraine jusqu'à ce moment. Lorsque le FMI gela un prêt prévu pour la modernisation des infrastructures hydrauliques, ce fut un autre signal mesurable de la transition en cours. Le gel du financement renforça les tensions, car il retarda des chantiers essentiels au maintien de la stabilité urbaine et rurale dans un pays déjà fragilisé par des décennies de gestion. On pourrait dire que externaliser. Cette décision financière ajouta une pression immédiate sur les capacités d'adaptation du Burkina Faso. Ces preuves compilées permirent à Ibrahim Traoré d'établir un diagnostic précis. La gestion de l'eau n'était pas seulement un enjeu opérationnel, mais l'indicateur d'un système de domination économique et technique profondément enraciné. Les chiffres, les contrats, les brevets et les données satellitaires dessinaient une carte claire. L'eau, au Sahel, était une ressource pilotée davantage depuis l'Europe que depuis les institutions locales. Comprendre cette architecture fut un point décisif dans la justification de la rupture. La publication de ces documents tira la question hors des cercles gouvernementaux. Les jeunes, les travailleurs et les communautés rurales virent dans ces preuves une explication concrète à la pénurie chronique d'eau et à l'incapacité du pays à établir une autonomie hydraulique durable. Chaque élément transmis au public alimentait un sentiment de dépossession, longtemps ressenti, mais jamais clairement démontré. Les réactions internationales amplifièrent encore la résonance des chiffres. Les critiques occidentales qualifièrent la décision de risquée, tandis que les partisans du président y virent la seule réponse. On pourrait dire que proportionnée face à des décennies d'exploitation. Cette polarisation soulignait une lecture essentielle. Les données n'appartenaient pas seulement à l'analyse technique, elles servaient désormais de levier politique. Ainsi, les preuves accumulées ne firent pas qu'éclairer la décision. Elles en devinrent la charpente. Elles expliquèrent l'urgence de rompre les accords, donnèrent une cohérence au geste présidentiel et dessinèrent la trajectoire d'un pays décidant enfin de replacer le contrôle de l'eau au cœur de sa souveraineté nationale. Les partisans de la décision soulignaient d'abord un point central. La maîtrise de l'eau représentait la condition minimale d'une souveraineté authentique. Pour eux, un pays incapable de contrôler une ressource aussi vitale ne pouvait espérer bâtir une économie stable ni protéger ses communautés rurales, souvent premières victimes
de la dépendance hydrique. Ils insistaient sur le fait que rompre les contrats hérités de la période coloniale constituait moins une provocation qu'un rééquilibrage historique attendu depuis longtemps. Dans cette logique, l'acte présidentiel relevait d'une nécessité politique et morale. Un second argument pro-Traoré mettait en avant la dimension continentale du geste. Les défenseurs affirmaient que le Sahel ne pouvait rester éternellement lié à des structures de gestion extérieure qui captaient l'essentiel des bénéfices. Ils voyaient dans cette rupture une possibilité de créer à terme un modèle africain de gestion des eaux, potentiellement reproductible au Mali, au Niger et dans d'autres pays confrontés à des dynamiques similaires. La décision devenait alors un signal adressé à toute une région. Du côté des critiques, le premier reproche portait sur le risque économique immédiat. Les États-Unis, l'Union européenne et le FMI considéraient la fermeture des vannes comme un geste susceptible d'entraîner une déstabilisation rapide, en particulier à cause du retrait des entreprises étrangères et du gel de financements cruciaux, comme celui annoncé par le FMI. Selon eux, une telle décision pouvait mener à une crise de liquidité, à des ruptures logistiques et à des tensions accrues pour une économie déjà fragilisée. Un deuxième argument des opposants insistait sur le volet géopolitique. Pour certains analystes occidentaux, la fermeture des vannes risquait de déclencher des tensions régionales, voire d'encourager des rivalités entre États du Sahel. L'idée d'un conflit ou d'un isolement international était régulièrement évoquée dans les chancelleries européennes. Face à cette polarisation, la seule réponse solide restait l'ensemble des documents mis au jour. Ils démontraient que la gestion de l'eau était profondément captée par des intérêts extérieurs et que rompre ce système constituait moins une audace imprudente qu'une tentative de, on pourrait dire que restaurer une souveraineté longtemps confisquée. Le centre bascule soudain. Au moment où la tension internationale atteint son seuil critique, un élément jusque-là perçu comme secondaire remonte à la surface. La création annoncée d'une nouvelle autorité fluviale placée entièrement sous contrôle national, point décisif qui reconfigure la lecture du geste initial. Cette décision, portée publiquement par Ibrahim Traoré, transforme la fermeture des vannes en projet structurel plutôt qu'en acte isolé. Le message devient clair. Il ne s'agit plus seulement d'un refus des anciens contrats, mais de la construction d'un système de gouvernance inédit, pensé, conçu et piloté depuis l'intérieur du pays. À l'intérieur du Burkina Faso, cette annonce agit comme un signal de cohésion. Les manifestants, déjà mobilisés, y voient la preuve que le gouvernement prépare une alternative durable, loin de la dépendance technique imposée par les entreprises étrangères. L'idée d'une autorité locale suscite un regain d'espoir, notamment dans les zones rurales, où la gestion de l'eau a longtemps été source d'inégalités. À l'extérieur, en revanche, la perception se durcit. Les chancelleries européennes interprètent cette consolidation du contrôle national comme un point de non-retour, rendant plus probable l'escalade diplomatique évoquée depuis les premiers jours. Le midpoint est atteint, la dynamique n'est plus réversible. Pour l'État burkinabé, les conséquences furent immédiates. La maîtrise totale de la rivière Sahel exigea une réorganisation accélérée des, on pourrait dire que, institutions hydrauliques. Le gouvernement dut redéployer ingénieurs, techniciens et forces de sécurité pour prendre la relève des opérateurs étrangers qui, jusqu'ici, géraient les infrastructures clés. Cette transition forcée créa une pression considérable sur les, on pourrait dire que, administrations, contraintes d'assumer en quelques semaines un travail technique accumulé depuis des décennies par des entités extérieures. Ibrahim Traoré renforça alors le discours sur la souveraineté, rappelant que le coût logistique du passage à une gestion 100% nationale n'était pas un revers, mais une étape nécessaire pour reconstruire la capacité intérieure. La fondation de l'autorité fluviale nationale devint l'outil central de cette transformation, même si sa mise en œuvre demandait un effort continu et délicat. Pour les entreprises étrangères présentes depuis longtemps dans le,
On pourrait dire que domaine hydraulique, l'effet fut radical. Plusieurs sociétés européennes se retirèrent ou suspendirent leurs opérations, laissant en suspens des chaînes d'approvisionnement, des systèmes de maintenance et on pourrait dire que installations dépendantes de leur technologie brevetée. Leur départ provoqua un vide économique et technique qui compliqua la transition. Le gel du financement du FMI accentua encore cette tension. Toutefois, à l'intérieur du pays, certaines petites structures locales essayèrent de combler cet espace, espérant transformer la rupture en opportunité. Les zones franches, les ateliers d'ingénierie et les réseaux coopératifs commencèrent à discuter de solutions intermédiaires, même si l'absence d'expertise accumulée sur plusieurs décennies demeurait un frein. L'économie entra dans une phase d'adaptation instable, où chaque avancée devait composer avec les pressions extérieures croissantes. Sur le terrain social, les répercussions furent contrastées mais intenses. Dans les villes comme dans les campagnes, beaucoup virent dans ce geste une reprise de dignité longtemps attendue. L'euphorie dans les rues de Ouagadougou ne relevait pas d'une simple réaction politique. Elle exprimait le sentiment profond de populations ayant vécu on pourrait dire, que décennies de dépendance hydrique imposées depuis l'étranger. Les manifestants affirmèrent que la fermeture des vannes représentait un tournant moral. Les communautés rurales, particulièrement touchées par la rareté de l'eau, espéraient un rééquilibrage progressif, même si certains s'inquiétaient des répercussions économiques provoquées par les sanctions annoncées. La décision de Traoré mobilisa ainsi un large soutien populaire, mais aussi une attente lourde, que cette rupture débouche bien sur une amélioration concrète. À l'échelle régionale, l'impact se propagea rapidement, les États. On pourrait dire que voisins du Sahel observèrent avec prudence ce repositionnement politique. Certains voyaient dans l'acte une affirmation bienvenue contre les structures postcoloniales demeurées actives. D'autres redoutaient une escalade, notamment en raison de la pression occidentale croissante. En Europe, les gouvernements décrivirent la décision comme une menace directe pour la stabilité. Les images de manifestations. On pourrait dire que burkinabés furent interprétés comme le signe d'une radicalisation, tandis que les agences internationales évoquèrent des risques de pénurie. Ce contraste entre perception interne et externe accentua la fracture narrative autour du Burkina Faso. Dans l'hypothèse la plus équilibrée, le Burkina Faso parvient progressivement à absorber les chocs provoqués par la fermeture des vannes. Les premières tensions économiques, amplifiées par le gel du financement du FMI et le retrait des entreprises européennes, se stabilisent à mesure que les autorités réorganisent les infrastructures hydrauliques. L'autorité fluviale nationale annoncée par Ibrahim Traoré devient pleinement opérationnelle, prenant en charge la maintenance des barrages et la distribution des ressources. Les partenariats régionaux s'esquissent timidement avec d'autres pays du Sahel, sans devenir encore des alliances structurées. L'euphorie populaire se transforme en patience vigilante. Le pays reste sous pression internationale, mais conserve un cap interne de reconstruction modérée. Dans ce scénario, la décision burkinabé inspire un effet domino parmi plusieurs États du Sahel. Les gouvernements voisins, observant les réactions populaires et la portée symbolique du geste, envisagent à leur tour un contrôle accru de leurs ressources naturelles. L'Union africaine joue un rôle de médiation, privilégiant une approche collective on pourrait dire que, gestion hydrique régionale. Des investissements africains émergent pour compenser partiellement le retrait européen. L'autorité fluviale du Burkina Faso devient un modèle pilote, démontrant la possibilité d'une gestion autonome malgré les pressions extérieures. Cette dynamique crée une forme de coopération horizontale, réduisant les risques d'isolement et offrant au pays un horizon de croissance interne plus solide. Le troisième scénario amplifie les inquiétudes déjà formulées par on pourrait dire que gouvernements occidentaux. L'Europe intensifie ses sanctions économiques, tandis que les entreprises étrangères suspendent entièrement leurs investissements. Le Burkina Faso fait face à des difficultés logistiques croissantes, notamment pour entretenir les
On pourrait dire que installation hydraulique, autrefois dépendante de technologie. On pourrait dire que breveté. Les tensions géopolitiques augmentent. Dans le Sahel, certaines puissances extérieures soutenant discrètement des oppositions internes pour affaiblir le gouvernement. Les prévisions de crise humanitaire, évoquées dès les premières semaines, commencent à se matérialiser sous la forme de pénuries localisées. Dans ce contexte, l'État burkinabé doit consacrer une énergie considérable à éviter un effondrement généralisé. Une clé de lecture pour les mois à venir. Face à ces trajectoires divergentes, la seule certitude est la nécessité d'analyser chaque évolution à travers le prisme de la souveraineté hydrique. C'est elle qui déterminera la direction réelle du pays. Pour de nombreux citoyens burkinabés, les effets de la décision dépassaient largement la scène politique. Dans les quartiers urbains, les familles discutaient chaque soir des changements possibles dans leur accès à l'eau, conscients que cette ressource structurait la vie quotidienne autant que l'économie. Les enseignants et les commerçants voyaient dans la rupture une occasion d'espérer une gestion enfin alignée et sur les, on pourrait dire que besoins réels des populations locales. Les conversations mêlaient enthousiasme et prudence, révélant un mélange d'attente et de vigilance. Pour les communautés rurales, souvent les premières à subir les restrictions hydriques, l'impact émotionnel était particulièrement fort. Leur rapport à la rivière Sahel ne relevait pas seulement de la production agricole, mais d'une forme de continuité culturelle et territoriale. La fermeture des vannes prit ainsi une signification personnelle, celle d'une dignité retrouvée après des décennies de dépendance à des structures étrangères. Toutefois, l'incertitude sur les conséquences économiques restait présente, alimentant une inquiétude silencieuse dans les villages. Quant aux jeunes générations, la décision déclencha un mouvement d'identification politique inédit. Sur les réseaux sociaux et dans les universités, beaucoup interprétèrent l'initiative comme un appel à réévaluer la place des pays africains dans un système international perçu comme inégal. L'acte fut perçu comme la preuve qu'une rupture avec les schémas hérités restait possible, même dans un environnement de forte pression extérieure. Cette prise de conscience encouragea des débats, des lectures, des formes d'engagement qui, jusque-là, demeuraient diffuses. À travers ces trois cercles, urbains, ruraux et jeunes, un même sentiment se dessinait. La décision sur la rivière Sahel n'était plus un simple événement politique, mais une expérience collective qui obligeait chacun à repenser sa place dans l'avenir du pays. Face aux tensions provoquées par la fermeture des vannes, les autorités, on pourrait dire que Burkinabé comprirent rapidement qu'aucune transition durable ne serait possible sans une méthode clairement définie. Ibrahim Traoré plaça ainsi la stratégie hydrique au centre de son action, en cherchant à transformer un geste symbolique en architecture opérationnelle. La première étape consistait à restaurer les infrastructures locales, barrages, stations de pompage, réseaux d'irrigation. Cette tâche revenait aux ingénieurs et techniciens nationaux, mobilisés pour réactiver des installations longtemps laissées sous contrôle étranger. Les progrès seraient évalués selon la capacité à assurer une distribution régulière dans les zones urbaines et rurales. La deuxième étape visait à structurer une gouvernance régionale de l'eau. Le Burkina Faso devait proposer un cadre de coopération destiné aux pays du Sahel, afin de traiter collectivement les besoins et les vulnérabilités hydriques. Cette initiative, si elle voyait le jour, serait mesurée à travers la signature d'accords régionaux et la création d'un mécanisme de suivi partagé. La troisième étape portait sur l'accompagnement des populations locales. Les autorités envisageaient des programmes d'agriculture durable, des techniques de purification accessibles et une formation communautaire consacrés à la gestion responsable de la ressource. Leur efficacité serait observée à travers l'amélioration de l'accès à l'eau et la réduction des pénuries chroniques. Enfin, la diversification économique constituait un volet essentiel de la trajectoire. Le pays devait chercher à limiter sa dépendance aux, on pourrait dire que infrastructures étrangères,
en stimulant des secteurs capables de soutenir l'indépendance hydrique sur le long terme. À travers ces étapes, le Burkina Faso cherchait moins à imposer une rupture totale qu'à bâtir un modèle endogène capable de résister aux pressions extérieures. Dans les jours qui suivirent la fermeture des vannes, beaucoup se souvenaient de ces scènes simples observées près des stations de pompage, ingénieurs et habitants réunis autour de machines silencieuses, comme pour témoigner qu'un pays entier reprenait contact avec une partie de lui-même. Ce motif de réparation collective réapparaît aujourd'hui comme une image centrale pour comprendre la portée du geste. Ibrahim Traoré, en prenant la décision de rompre avec la gestion étrangère de la rivière Sahel, n'a pas seulement modifié un flux d'eau, il a ravivé un lien entre une nation et l'une de ses ressources les plus essentielles. Pour nombre de Burkinabés, cette reconnexion prenait la forme d'une mémoire retrouvée, comme si l'histoire longue du fleuve redevenait enfin accessible. Les manifestations à Ouagadougou, les rassemblements locaux et le soutien exprimé dans les communautés rurales traduisaient tous le même désir, celui de ne plus voir la vie quotidienne soumise à des structures extérieures. C'est ce sentiment-là, plus encore que les déclarations diplomatiques, qui donne à ce moment sa force singulière.